Donc rebonjour à toutes et à tous. On a essayé de manger assez vite. Donc merci à tous d'avoir été présents, d'être présents là pile à 14 h. Je sais que c'était un petit peu speed parce qu'on avait pris un peu de retard ce matin. On va arriver sur la partie présentation Microsoft. Alors j'ai vraiment le plaisir d'accueillir sur scène Bernard Ouganlian, qui est notre Chief Technical Officer et sécurité aussi, donc responsable de technique et sécurité, enfin directeur, pardon, excuse-moi, Bernard, directeur technique et sécurité chez Microsoft. Et Bernard va nous faire une présentation très très intéressante. Alors, un des thèmes qu'on avait aujourd'hui, c'était vraiment l'innovation, les nouveaux modes de travail, de collaboration. Et un thème important sur le sujet concerne tout ce qui est l'agilité, et notamment la méthode agile. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Si jamais vous avez des questions sur comment est-ce que Project gère l'agile, ce que je vous propose, c'est qu'on en parle après sur le stand Microsoft, d'accord ? Puisqu'il y a des choses qui existent sur la partie agile et Project. Là, Bernard va vous donner un petit peu l'histoire de la migration vers la méthodologie agile chez Microsoft, et notamment dans une optique DevOps, donc vraiment pour nos développements internes de logiciels. Voilà, donc je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme. Est-ce que vous m'entendez correctement? C'est bon? Bien, donc bonjour à toutes et à tous. Ce que je vais effectivement partager avec vous, c'est notre voyage en agilité. Donc, on pourrait imaginer que ce voyage a été très semblable à cette route, toute droite vers une montagne magnifique. D'ailleurs, on n'a même pas besoin de la franchir. Dans la réalité, le voyage a été probablement beaucoup plus comme celui-là. Donc avec des tours, des détours, des routes qui montent, des routes qui descendent. De temps en temps, on a éventuellement dérapé un peu. On s'est un petit peu perdu dans les graviers. Donc ça a été une aventure à la fois technique, bien sûr, technologique, mais aussi humaine, managériale. Et contrairement à mon habitude, je ne vais pas trop parler de technique. Je vais surtout parler de femmes et d'hommes. Et donc concrètement, cette agilité, pourquoi? Vous en êtes évidemment tous convaincus, j'en suis persuadé. Le fait est qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus rapide, où les opportunités vont et viennent, et quand elles sont malheureusement parties, il est très difficile de pouvoir en tirer parti. Et donc à partir de là, la question de l'agilité, c'est quelque chose qui devient non pas simplement une question de pratique, mais aussi une question de survie pour de très nombreuses entreprises. Et il est clair, et on reviendra peut-être à travers notre exemple, c'est une transition qui pose plein de questions, plein de problèmes. C'est perçu par la plupart des entreprises comme étant un des enjeux majeurs. Et en fait, l'expérience prouve, parce que je parle avec beaucoup de nos clients, que beaucoup de nos clients s'imaginent parce qu'ils ont mis en place quelque part dans des projets des méthodes agiles, donc ils ont adopté Scrum pour prendre cet exemple-là, qu'en fait leur transformation vers l'agile est accomplie. Malheureusement, et on verra pourquoi dans un petit instant, il n'en est rien. Et donc cette transformation en papillon, c'est quelque chose de très difficile. Et donc je vais essayer d'illustrer cette transformation à travers un environnement logiciel qui est notre environnement de développement, qui s'appelle Visual Studio. À la fois parce que c'est un environnement qui est à peu près fini, pas trop complexe, avec des équipes de développement à taille humaine, donc dans lesquelles il est possible de se projeter. Donc je ne parle pas d'environnement comme Windows, on parle vraiment de milliers de développeurs, et là, la plupart du temps, ce n'est pas vraiment le type d'environnement auquel vous êtes confronté dans vos vies de tous les jours. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, l'exemple en question peut servir pour tous les environnements, quels qu'ils soient. Donc concrètement, on a à la fois un produit qu'on vend traditionnellement ou qu'on vendait traditionnellement dans des boîtes et que maintenant on peut télécharger sur un poste de travail. Et on a une version qui lui correspond en ligne,
qui est donc opéré dans le cloud, et qui du coup change fondamentalement la façon dont on produit les logiciels, puisque on est dans une logique où l'innovation ne va pas attendre, par exemple, 1 an, 2 ans, 3 ans que la nouvelle version sorte, ce qui était le rythme traditionnel qu'on pouvait voir sur la plupart des logiciels. On va avoir la nécessité de développer à la fois des logiciels qui vont fonctionner chez vous sur vos postes de travail, mais aussi des logiciels qui vont fonctionner dans le cloud. Et donc, du coup, il y a la question de la mise en production en continu qui va se poser, et aussi la nécessité de faire en sorte que la version qui va s'exécuter dans votre environnement et la version qui s'exécute dans le cloud soit la mieux synchronisée possible, et que vous puissiez bénéficier au fur et à mesure des nouvelles fonctionnalités. Et donc, quand on regarde un petit peu la façon dont les choses se passent, dans une logique où on fonctionne sur la base de sprints, et je vais y revenir, on est sur des sprints qui en l'occurrence font 3 semaines avec une semaine supplémentaire qui est utilisée pour la mise en production, on va en fait, à chaque sprint, mettre en production. Donc en fait, la base du fonctionnement, c'est qu'en fait, toutes les 3 semaines, il y a une nouvelle version dans le cloud qui est mise en ligne, de manière systématique. Et donc, concrètement, au fur et à mesure, on apporte de nouvelles fonctionnalités, et puis on met ces fonctionnalités en ligne. On peut avoir, à un moment donné, un instantané de ces nouvelles fonctionnalités qu'on va mettre à la disposition de l'ensemble de nos clients sous la forme de ce qui s'appelle Team Foundation Server, qui va pouvoir tourner sur vos propres serveurs. Et donc, en fait, dans la réalité, c'est le résultat d'un certain nombre de sprints qui auront été opérés, dont chacun des sprints a été mis à la disposition de l'ensemble de nos clients dans le cloud. Et à un instant donné, on dit, on en est, par exemple, ici, à la 4e itération, et c'est là ce qui va constituer la version qu'on va rendre disponible pour que nos clients l'installent chez eux. Donc ça, c'est le processus global qui est utilisé pour le développement de Visual Studio Online, Team Foundation Server, et d'une manière générale, tous nos logiciels, et on va y revenir. Quand on regarde ce qui se passe pour un autre logiciel qui est par exemple Exchange, serveur de messagerie, l'idée c'est que le logiciel soit développé à destination d'une mise en œuvre chez nos clients, nos partenaires, dans une solution sur place, ou que ce soit dans le cloud, on a une seule équipe, une seule base de code. Simplement, à intervalles réguliers, on va prendre l'équivalent d'un instantané au sens photographique du terme, et c'est la version qu'on va rendre disponible pour nos clients. Pendant ce temps-là, la version continue d'évoluer dans le cloud, et elle évolue en permanence, puisqu'on est dans une logique de continuous delivery. Donc Office 365, c'est l'instanciation globale du service Exchange dit online dans le cloud, qui va être en permanence dans une logique d'innovation continue, avec l'énorme avantage que ça permet effectivement d'avoir des retours de nos clients en temps réel et en permanence, et c'est un point sur lequel on reviendra. Et de l'autre côté, on va avoir une mise à jour à intervalles réguliers de la version dite sur place d'Exchange Server. Même logique pour Windows, qui maintenant est disponible as a service. Donc en fait, on construit au fur et à mesure, et en fait, on construit Windows tous les jours. Il y a une nouvelle version qui sort tous les jours, qu'évidemment, on ne met pas forcément à la disposition de tous instantanément, parce que ce serait un petit peu pénible d'avoir à réinstaller Windows tous les jours. Mais en fait, on fonctionne dans une logique d'anneau circulaire, concentrique, dans lequel on va construire le système. On va la mettre à disposition de nos utilisateurs internes. Donc on va avoir un premier cercle de validation interne qui va être suivi à travers un programme qui s'appelle Windows Insider, de la possibilité de faire bénéficier de cette version à des millions d'utilisateurs qui sont extérieurs à Microsoft. Donc ça peut potentiellement durer entre 4 et 6 mois. Et ensuite, on va mettre à disposition de tous les utilisateurs la version dans la branche de développement dite courante de Windows, et donc on va toucher des centaines de millions d'utilisateurs. Et donc le principe tel que vous le voyez ici, c'est cette logique dans laquelle on développe en continu, en permanence, avec des versions qui arrivent
au fur et à mesure, avec un premier niveau de validation interne, ensuite un deuxième niveau de validation qui va permettre à des utilisateurs qui ont envie de tester tout de suite et d'utiliser en production pour leurs propres besoins dans une logique, là aussi, de continuous delivery ou de continuous intégration dans leurs propres environnements. Et donc, ensuite, évidemment, on passe à des capacités de maintenance plus longues, puisque on passe cette fois-ci à 8 mois. Mais donc, vous voyez que pour Windows, on est aussi passé dans ce mode dans lequel on délivre en continu de l'innovation pour nos utilisateurs. Donc, quand on regarde un tout petit peu la démarche qui nous a animés et qui nous a fait passer à l'agile, je voudrais mettre l'accent sur deux points fondamentaux. Le premier, évidemment, c'est le passage au cloud. Le passage au cloud, il exige cette capacité à mettre en production en permanence de nouvelles fonctionnalités tout en n'interrompant évidemment pas le service pour nos clients. Donc il y a à la fois des exigences en termes de qualité, il y a des exigences en termes de délivrance en continu, et donc le cloud a eu un rôle tout à fait fondamental dans notre passage à l'agile. Mais pour autant, ça n'a pas été l'élément déclencheur. L'élément déclencheur qui nous a fait passer à l'agile, pour ceux qui s'en souviennent encore, c'est on va dire, un souvenir pénible pour nous en tant qu'entreprise, mais aussi peut-être pour vous en tant que client, c'est Windows Vista. Donc Windows Vista, j'entends quelques sourires dans la salle, on va dire catastrophe industrielle, au sens littéral du terme. On sort une version avec 2 ans de retard, il n'y a pas un pilote d'imprimante, de périphérique disponible, il n'y a pas une application, on casse la compatibilité binaire de toutes les applications, on n'a pas non plus de matériel ou presque capable de la faire tourner, bref, une catastrophe réelle. Et quand on a essayé d'analyser la raison pour laquelle cette catastrophe avait eu lieu, on s'est rendu compte que l'équipe de développement de Windows Vista, je ne sais pas pourquoi ça s'est éteint, mais c'est pas grave, on va sûrement trouver. L'équipe de développement de Windows Vista était devenue très grosse. On va dire à peu près 8000 personnes, tout compris. Et en fait, on avait depuis très très longtemps structuré nos équipes de développement sur des bases d'une taille relativement raisonnable, on va dire, un peu comme on pratique aujourd'hui dans un contexte agile, bien avant la lettre. Donc on va dire une dizaine, douzaine de personnes maximum. Le problème, c'est que quand vous regardez comment est-ce qu'on arrive à décomposer une structure hiérarchique traditionnelle quand on a 8000 personnes, on en arrive finalement à une structure qui est tellement hiérarchique qu'au moment, on va dire, le plus important, on avait 11 niveaux entre le développeur de base et Bill Gates à l'époque. Donc 11 niveaux, ça commence sur le plan hiérarchique à faire des choses assez monstrueuses en termes de mise en œuvre opérationnelle. Et on avait aussi, évidemment, la nécessité de faire en sorte que dans cet environnement très hiérarchique et donc par constitution même très bureaucratique, la nécessité de prendre des décisions. Et donc en fait, il est arrivé un moment où pour prendre la décision de rajouter une nouvelle fonctionnalité dans Windows, il fallait mettre autour d'une table 80 personnes. Inutile de vous dire que c'était compliqué de prendre des décisions dans un tel environnement. Donc en fait, on s'est complètement cassé la figure, non pas pour des problématiques techniques, même s'il y en a eu, mais essentiellement pour des problématiques organisationnelles, des problématiques humaines, des problématiques finalement de gestion d'un projet immense dont le niveau de complexité a complètement dépassé le niveau acceptable de complexité organisationnelle. Et donc c'est ce qui nous a effectivement mis de manière résolue et déterminée en marche vers l'agile. Ça a été compliqué, et donc je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on a fait et comment on l'a fait. Premier élément sur lequel je voudrais insister, c'est qu'on a réfléchi sur finalement le rôle du manager dans les équipes. Donc j'ai volontairement utilisé une image un peu originale, et donc j'ai pris évidemment une définition issue d'un dictionnaire anglo-saxon bien connu, parce qu'elle a ce côté très, à la fois clin d'œil, mais en même temps assez réaliste.
qui est donc cette notion de contrôle, en particulier quand les personnes ou les animaux sont sauvages ou indisciplinés. Et donc il y a ce côté, on va dire très classique, qui je suis à peu près certain existe aussi dans de très nombreuses entreprises dont les vôtres, dans lequel le manager est en contrôle, il contrôle tout. Et donc la question de l'environnement dans lequel finalement ces équipes fonctionnent est secondaire. On est dans une logique où manager, c'est punir et récompenser. C'est la carotte et le bâton. Et on est dans cette logique. Alors que finalement, et c'est un élément sur lequel on reviendra, il est probablement plus important de créer un environnement dans lequel ses collaborateurs se sentent bien et où ils aient effectivement envie d'innover. On est évidemment sur un sujet d'innovation. Donc la motivation, l'engagement des personnes, leur envie de se dépasser est absolument fondamentale. Donc la capacité à créer pour eux et pour elles un environnement propice est absolument essentielle. Et donc finalement, on est dans cette logique où on se dit que si on plante des graines ici, il y a quand même de moins bonnes chances qu'elles poussent que dans cet environnement-là. D'où la nécessité de repenser fondamentalement quel est le rôle du manager. Et vous allez voir, et c'est un élément très important, que ça nous a poussé, suite à pas mal d'itérations, à pousser le modèle tellement loin que dans nos équipes de développement individuelles, donc des équipes qui vont faire entre 8 et 12 personnes en gros, il n'y a pas de manager. Les équipes sont autonomes. Et on va voir comment on est arrivé à cette conclusion. Donc, si on regarde un tout petit peu ce qui crée un bon environnement de travail, un élément tout à fait fondamental, c'est la motivation. C'est le fait qu'on se fixe un certain nombre de règles du jeu. Et puis, on laisse aussi une large liberté de religion. Quand je dis religion, c'est que quand on parle de méthodologie, bien souvent on parle de quelque chose qui est une sorte de dogme. On fait du Scrum ou de l'extreme programming. Mais on doit adhérer, entre guillemets, à un ensemble de dogmes qui constituent cette religion. Et en fait, vous allez voir qu'on a pris le parti délibéré, à la fois de laisser une certaine liberté de religion, et surtout de ne pas avoir de dogme. Donc de se dire, il y a des méthodes qui sont utiles, on va en prendre ce qui nous paraît intéressant. Ce qui nous paraît inintéressant, on va le mettre à la poubelle. Et on va potentiellement utiliser plusieurs méthodes. Donc autoriser les gens à avoir plusieurs religions. Donc si on prend le sujet de la motivation, si vous avez le temps de lire ce bouquin qui existe maintenant en français d'ailleurs. Donc ce qui est intéressant finalement dans cet ouvrage, c'est que l'auteur met l'emphase sur 3 éléments fondamentaux qui contribuent à la motivation des collaborateurs. Quand on dit des collaborateurs, c'est d'une manière générale dans la vie en fait. C'est à la fois l'autonomie, la maîtrise et la capacité de donner du sens. Donc quand on regarde un petit peu les choses dans le détail, cette autonomie, c'est cette envie qu'on a, d'une manière générale, de diriger notre propre vie. Donc quand on travaille à l'intérieur d'un projet, si on n'a aucune autonomie, c'est assez difficile de se dire qu'on dirige ses propres vies. On est juste dans une logique d'exécution, et finalement, la moelle épinière est largement suffisante, le cerveau est optionnel, si on ne fait qu'exécuter. La maîtrise, c'est essentiel de reconnaître une compétence d'expertise, faire en sorte que, à l'intérieur d'une équipe, les gens se sentent valorisés parce qu'il y a un sujet qu'ils maîtrisent parfaitement. Et le sens, c'est tout simplement la capacité que l'on a à faire en sorte que chacun qui contribue à un projet se donne une idée très très claire de ce en quoi ça améliorera, d'une manière ou d'une autre, la vie des personnes pour lesquelles le projet est réalisé. Donc c'est ça que je veux dire par donner du sens. Et c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça à opérer. Je voudrais faire une petite digression rapide sur un sujet qui m'amuse toujours et qui va peut-être vous choquer. Cette notion très très chère à notre pays, qui est la notion de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage.
concept qui vient du bâtiment, du BTP, et qui permet de manière très claire, quand on construit un pont, de faire en sorte que la totalité de l'équipe se dise « Voilà ce que sera le pont dans 5 ans, j'ai un modèle 3D, je me fais une idée de ce que sera le passage de la rivière. » Dans le monde numérique, malheureusement, c'est très difficile de se projeter dans 5 ans. Et donc cette capacité que l'on pourrait avoir à se dire « Je vais faire un projet et puis je vais faire une grosse planification qui va me permettre dans 5 ans d'aboutir », c'est la garantie absolue d'aller au désastre. À la fois parce que, dans une logique de séparation étroite des rôles entre maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage, on va avoir une maîtrise d'ouvrage qui va en général spécifier ce qu'elle veut, elle va donner ça à la maîtrise d'œuvre, qui va être interne ou externe, ce n'est pas la question, qui va reformuler, suivant des termes plutôt technico-fonctionnels, ce qui est le but attendu par le client final, qui est donc la maîtrise d'ouvrage. En général, il va se passer 6 mois, 1 an, 18 mois. Typiquement, quand on émet un appel d'offres, c'est très souvent comme ça que ça se passe. Pendant ce temps-là, on n'a juste rien fait. On a juste produit de la documentation, des mètres linéaires de documentation. Pourquoi, en final? Pour faire une chose qu'aiment beaucoup les sociétés de services, j'espère qu'il n'y en a personne, il n'y en a aucune dans la salle, mais il y en a peut-être, c'est-à-dire fondamentalement produire des choses qui ne servent pas à grand-chose, mais sur lesquelles on ne prend aucun risque. Parce que quand on n'a pas écrit une seule ligne de code, quand on fait du logiciel, on n'a pris aucun risque, on a juste produit de la documentation. Qui, la plupart du temps, sert absolument à rien. Parce que la seule chose qui compte quand on fait un logiciel, c'est que bien sûr, il faut spécifier de manière extrêmement rigoureuse les interfaces externes d'un système. Les interfaces internes, on s'en moque. La seule vraie documentation, c'est le code. Tout le reste ne sert honnêtement absolument à rien. Je suis peut-être un peu provocateur sur ces sujets, mais j'avais envie de l'être. Et quand vous regardez globalement le fameux manifeste agile que vous avez peut-être lu, dans lequel on va privilégier les individus et leurs interactions par rapport aux processus et aux outils. Un logiciel opérationnel sur une documentation exhaustive. La collaboration avec le client plutôt que la négociation éternelle des contrats. La capacité à répondre aux changements plutôt que de suivre un plan. On se rend compte que finalement, par rapport à cette notion d'autonomie, de maîtrise et de sens, on est très très près, en fait, sur, au départ, quelque chose qui ne cherchait en aucune façon à viser la motivation des collaborateurs. On se rend compte que finalement, on est très très proche dans les deux façons de voir le monde. Donc les règles, les objets, les points, donc j'ai voulu figurer ici un Monopoly, c'est juste pour figurer un jeu dans lequel il y a des règles du jeu. Et donc il faut globalement savoir comment on fonctionne au sein de l'équipe, quelles sont les règles, etc. etc. Donc, c'est un point sur lequel je vais revenir dans un petit instant, parce que parmi les transformations très importantes auxquelles on a dû se soumettre, si j'ose dire, mais en fait c'était pour la bonne cause, c'est changer aussi la façon dont on va mesurer la performance de nos collaborateurs. Et en fait, on est arrivé à un modèle, et j'y reviendrai quand on parlera du management, dans lequel une équipe gagne ou échoue ensemble. Donc on ne mesure plus la performance individuelle, on mesure les performances des équipes. Et ça change beaucoup de choses, y compris, encore une fois, le rôle des managers. Donc liberté de religion, ça c'est quelque chose sur lequel on a eu des débats sans fond ou sans fin, entre les vertus comparées de Scrum, Kanban, les méthodes Lean, Test-Driven Development, Extreme Programming, les vieux modèles en chute d'eau qui remontent à la méthode Meurize et aux années 70, qui sont encore assez bien pratiqués dans pas mal d'entreprises. Et donc on a effectivement déclaré que les guerres de méthodologie sont terminées et que donc on prenait le meilleur de ces différentes méthodologies en fonction des différents sujets sur lesquels on travaillait, en s'autorisant à éventuellement violer un dogme si on juge que ça fait du sens. Donc, comment est-ce qu'on a fait pour déconstruire? Quand je dis déconstruire, c'est au sens où on passe d'une culture de punition-récompense à une vraie culture de collaboration où on insiste sur l'environnement de travail plutôt que sur le contrôle. Comment est-ce qu'on s'y est pris? Donc je vais essayer déjà de vous donner un peu une idée de notre calendrier, de voir comment nos projets
pour ce qui concerne Visual Studio, sont organisés. Donc avant le passage à l'agile, on était dans une logique où on avait une phase de planification, puis ensuite on avait ce qui dans notre jargon s'appelle milestone 1, milestone 2. Donc ces 2 étapes dans la phase de développement pour aboutir normalement à une mise en production, à une livraison du logiciel chez nos clients. Donc en général, il y a une première phase qui est une phase de spécification. Puis évidemment, quand on fait une phase de spécification, sachant que tout ça, ça s'étalait à peu près sur 3 ans, hein, évidemment, quand on spécifiait, on savait nécessairement tout ce qui était nécessaire et on était persuadé que ce qu'on faisait était forcément la bonne chose. On ne se posait effectivement pas d'autres questions. Ensuite, après la première étape, on passait dans une phase de bêta-test et puis, bien sûr, on avait, comme tout le monde, hein, je suppose que vous êtes tous dans le même cas, un planning parfait et on savait exactement quand la version serait prête. Donc ce qui s'appelle RTM ici, ça veut dire Release to Manufacturing. On est encore dans cette logique où on produit des CD, des DVD, donc il faut fabriquer. Et puis bien sûr, quand on regarde un petit peu la façon dont on fonctionnait, on avait des phases de code, des phases de test et de stabilisation. Et donc en général, on avait des estimations parfaites et on savait parfaitement quand tout ça allait finalement se synchroniser au bout. Donc concrètement, on avait une phase dite code complete, c'est-à-dire qu'on écrivait tout le code nécessaire pour couvrir la totalité des fonctionnalités qu'on avait prévues dans les spécifications. Et donc, en général, ça prenait des mois, et ça prenait donc des mois avant de livrer une version. Et donc, quand on livrait, il y avait, entre guillemets, juste besoin de stabiliser le code et de le rendre prêt à être livré. Avant, en termes de feedback, c'était assez simple, hein, la capacité de répondre aux besoins clients. Si on a, parce que ça correspond au retour de nos clients, le besoin de changer la façon dont fonctionne une fonctionnalité, mais que notre planning est déjà défini, la solution la plus simple, c'est de dire à nos clients qu'ils vont attendre la prochaine version. Parce que malheureusement, c'est trop tard, ils ont loupé le train. Donc dans quelques années. Donc au total, quels étaient les principaux problèmes? On accumulait les dettes techniques, c'est-à-dire qu'en fait, en général, quand on avait une phase de codage extrêmement longue et qu'on commençait à tester uniquement derrière, en général, on avait un nombre de bugs absolument astronomique. Et donc, du coup, les projets, évidemment, dérapaient dans le temps parce que on ne peut pas non plus livrer un code avec des milliers de bugs. On n'avait bien sûr aucun moyen de réagir par rapport au retour du client. Et globalement, pour nous, le succès, c'était dans un mode ça passe ou ça casse. Donc, tant mieux si on a livré un truc à peu près acceptable et que nos clients sont contents. Sinon, malheureusement, c'est la prochaine version. Donc, c'est Vista, pour donner un exemple concret. Et il y avait effectivement très peu d'autonomie des équipes parce que on était dans cette logique dans laquelle, de toute façon, tout le monde était contraint par toute une série de contraintes. Et donc, le niveau d'autonomie était très faible. Donc Windows Vista, c'est ce que je disais, passage à l'échelle très difficile. Et en fait, on se rend compte que dans la plupart des projets, on a un équilibre très compliqué à trouver entre ce qu'on pourrait appeler les sciences dures ou les sciences exactes et puis l'art. Donc ce côté un peu subtil, innovant, où on crée de la beauté et cet équilibre est quelquefois assez compliqué. Et donc, en général, la science, on va dire qu'on maîtrise à peu près. Par contre, l'art, c'est quelque chose qui est compliqué et qui, la plupart du temps d'ailleurs, vient du fait que les développeurs ont suffisamment d'autonomie pour avoir vraiment envie d'innover et de faire des choses de manière artistique, entre guillemets. Donc en fait, on s'est fixé un objectif qui consistait essentiellement à redonner de l'autonomie aux équipes et en même temps faire en sorte qu'il y ait quand même un certain alignement. Typiquement, au sein d'une équipe comme celle de Visual Studio, on ne peut pas dire qu'il y a la moitié de l'équipe qui fait de l'extreme programming, l'autre qui fait du Scrum, parce que c'est totalement ingérable. Par contre, si on a trop d'alignement, on retombe dans le problème précédent et on passe plus de temps à gérer le projet qu'à réaliser des choses. Et si on a trop d'autonomie, évidemment, le résultat, malheureusement, il est totalement chaotique. Donc il faut trouver un moyen
de mettre un équilibre, ou de placer un équilibre entre ces deux extrêmes. Et donc, ce qu'on a choisi de faire, c'est finalement, toujours dans la même logique que cette idée de donner autonomie, maîtrise et sens aux équipes, de s'aligner sur des modèles d'organisation, de s'aligner sur des rôles au sein des équipes, donc que font les développeurs, les testeurs, les programme managers, etc. Définir les équipes, leur taille, définir la cadence. Il est clair que si chaque équipe a une cadence différente, on aura quand même beaucoup de difficultés à livrer quelque chose. La taxonomie, et je vais revenir sur ce point dans un petit instant. Et puis en termes d'autonomie, on va donner au niveau des équipes une autonomie extrêmement grande sur les planifications. Typiquement, chaque équipe est responsable de son backlog, de l'estimation qu'elle a de ce qui reste à faire. Bien sûr, on est dans une logique chère aux approches de type Scrum, où on va, le cas échéant, remettre en permanence en cause la priorité des items dans le backlog. Et en termes de pratique, vous allez voir qu'on s'est laissé beaucoup d'autonomie dans la façon dont on choisit la mise en œuvre d'un certain nombre de méthodes. Donc comment est-ce qu'on s'est finalement organisé au global et quel type de pratique on a mis en place? Première chose, les rôles. On a commencé tout au départ à avoir 3 rôles principaux dans nos équipes, qui étaient historiquement présentes chez Microsoft. Programme manager, en gros, on définit des spécifications plutôt de nature technique, mais dans une logique, comme je l'ai dit tout à l'heure, où ça n'a d'importance qu'à partir du moment où ces spécifications vont vers le monde. Les spécifications internes, ce n'est pas le sujet. Développeur, évidemment, testeur, ça va de soi. Donc au départ, nos rôles étaient ceux-là. Et en termes d'organisation, voilà le genre d'organisation qu'on avait. Donc quand je dis quand on avait, c'est quand on est passé évidemment à la mise en œuvre de méthodes agiles, mais c'était notre première itération de la mise en œuvre des méthodes agiles. Donc on avait des équipes de programme managers, on avait des équipes de développeurs, on avait des équipes de testeurs, et constituer une équipe constituait à prendre des individus parmi les programme managers, des individus parmi les développeurs, des individus parmi les testeurs, et constituer une équipe. Cette équipe étant sans manager, puisqu'en fait un développeur est géré par un développeur, un testeur par un testeur, un programme manager par un programme manager. Donc à l'intérieur d'une équipe, il n'y a pas de manager. Il n'y a que tout à fait en haut de l'organisation qu'on va trouver en fait une organisation sous la forme d'un triumvirat dans ce modèle, où en fait le patron des programme managers, le patron des développeurs, le patron des testeurs, constitue dans la réalité la tête de l'organisation de développement, au sens large. Ensuite, on a changé l'organisation à travers la volonté de fusionner les rôles de développeurs et de testeurs. Pourquoi on a fait ça? Pas pour dire que le rôle de testeur n'était pas important, parce que c'est souvent la lecture qu'on peut en faire, c'est tout à fait le contraire. L'expérience prouve que dans une logique dans laquelle on a des testeurs, on a 2 problèmes qui se posent bien souvent. Le premier, c'est que les développeurs se disent que c'est aux testeurs de tester, ce n'est pas eux qui testent. Et ça nous paraît être une très très mauvaise façon de raisonner. Chaque développeur doit tester ce qu'il développe et développer les programmes de test qui leur permettent de tester ce qu'ils ont développé. Et d'autre part, on a toujours ce côté, le développeur c'est le métier noble, le testeur c'est entre guillemets le petit métier. Et donc du coup, on avait potentiellement de très bons testeurs qui voulaient absolument devenir développeurs parce qu'ils se sentaient dévalorisés dans leurs fonctions et dans leur rôle. Et donc du coup, on a eu la volonté de créer un groupe d'engineering global mélangeant dans les rôles testeurs et développeurs pour éviter cette logique discriminante. Et puis ensuite, on a eu la nécessité, bien sûr, d'intégrer une logique DevOps, donc d'intégrer une logique de service delivery, et puis aussi d'intégrer un certain nombre de compétences qui sont un peu uniques, autour notamment de la user experience, donc tout ce qui concerne le design d'une manière générale, qui est des compétences évidemment qui sont absolument nécessaires, et puis d'une manière générale, tout ce qui tourne autour de la documentation, puisque l'idée c'est aussi qu'on
documente ce que l'on développe au fur et à mesure, mais pas dans le but, encore une fois, de documenter ce qu'on développe, mais de documenter pour l'utilisateur, pour celui qui va soit utiliser, soit programmer. Et donc, en final, notre organisation, telle qu'elle est aujourd'hui, elle est sous cette forme-là. Donc, elle a comme caractéristique, effectivement, d'avoir une approche assez originale, puisque, au global, on va prendre en général un programme manager, puisqu'en général, il n'y en a pas beaucoup dans une même équipe, hein, et puis un certain nombre de personnes de l'engineering. On va avoir un product owner dans une logique Scrum qui va être en général issu du programme management ou du product management dans une logique où le product management assure le marketing. Et on va constituer des équipes qui sont par essence multidisciplinaires, comme je l'ai dit, qui sont, on va dire, de 10 à 12 personnes, qui sont, point très important, et ça a occasionné énormément de difficultés en termes de transformation managériale, puisque les équipes sont autogérées. Et donc, ça veut dire que le manager ne joue pas le rôle traditionnel, encore une fois, de récompense et de punition, mais plutôt un rôle de facilitateur, de gestionnaire de conflits. Parce que dans un environnement tel que celui-là, couplé à notre système de mesure de la performance dans lequel on mesure la performance de l'équipe, on s'est rendu compte assez vite qu'il y avait deux problèmes importants qui naissaient de manière naturelle dans les équipes. Premier problème, quand on a un mauvais dans l'équipe, par définition, ce moyen de mesurer la performance provoque l'exclusion du mauvais de l'équipe. C'est-à-dire qu'en fait, l'équipe exclut le mauvais comme étant un corps étranger, au sens littéral du terme. Et donc évidemment, le rôle des managers cette fois-ci, c'est de voir quelle est la nature du problème, essayer de la comprendre, voir si le problème est fondé ou juste reposant sur le fait que la personne en question elle est totalement imbuvable et que dans la réalité les gens l'ont mis en dehors de l'équipe. Mais ça peut être aussi parce que dans la réalité elle est effectivement moins compétente que les autres et donc il y a un problème pour la mettre à niveau. Et donc ça c'est le rôle du manager dans ce nouvel environnement. L'autre problème qu'on a constaté aussi, c'est que très souvent, dans une équipe qui est potentiellement mesurée comme une unité indivisible, quand on est en retard sur le projet, tout le monde travaille pour compenser et faire en sorte qu'on rattrape le retard. Le bilan des courses, c'est qu'on peut générer du surmenage, on peut générer des situations dans lesquelles les gens sont vraiment dans une situation très très problématique parce qu'en fait, ils n'arrivent plus à tenir la cadence. Et donc, parmi les rôles nouveaux du manager, il y a la nécessité de se préoccuper de ce genre de problème pour les personnes de ces équipes. J'ai dit qu'il y avait une réelle autonomie en termes de gestion du backlog. On essaye de préserver les équipes pour une durée significative, pour qu'elles prennent l'habitude de travailler ensemble, qu'elles créent des habitudes. Et on a fait quelque chose qui peut paraître extrêmement symbolique, mais qui est extrêmement forte en termes d'image. On a créé des salles d'équipe, donc des salles à peu près comme celle-là, dans lesquelles on va pouvoir effectivement mettre 10 à 12 personnes. Donc on n'est pas du tout dans une logique d'open space géant, des grands plateaux avec 200, 300, 500 personnes. Par contre, si vous avez eu l'occasion de visiter les bâtiments de Microsoft sur notre campus au nord de Seattle, à Redmond, vous avez pu constater que, historiquement, dans ces bâtiments, chaque développeur avait son propre bureau. Dans une logique, on va dire, qui est très traditionnelle, et je suis sûr que vous connaissez ce genre de logique, où, quand on est débutant, on est dans un bureau au milieu, sans fenêtre. Puis quand on progresse, on se rapproche des fenêtres et on a un bureau avec une fenêtre. Et puis quand on devient chef, on est à un angle parce qu'on a deux fenêtres. Donc ça peut être comparé à des hauteurs de taille moquette, ou bref, enfin, vous connaissez sûrement ce genre de dispositif. Donc le fait de changer tout ça, de casser les codes, et de faire en sorte que les gens se sentent vraiment intégrés dans une équipe, le manager y compris, bah ça change fondamentalement beaucoup de choses. C'est vrai que c'est dans le domaine du visible, c'est dans le domaine du symbolique, mais on se rend compte que les symboles, c'est quelque chose d'extrêmement important. Une autre chose qu'on a faite,
c'est de casser l'habitude architecturale classique de construction de n'importe quel objet logiciel, qui consiste à avoir une architecture plus ou moins en couche, avec un accès à des données, avec des interfaces de programmation, avec une interface homme-machine. Et en général, on a des équipes pour l'accès aux données ou l'accès au système, on a des équipes qui s'occupent de concevoir les API, des équipes qui s'occupent des IHM. Et ça, c'est la garantie, quand on a une structuration architecturale telle que celle-là, de créer des dépendances partout. Dès qu'on développe la moindre chose, si on est au niveau des données et qu'on veut faire en sorte que ces données elles soient utilisables, il faut forcément que les deux couches avant aient développé quelque chose. Et quand vous imaginez ça de multiplier par l'ensemble des fonctionnalités possibles d'un logiciel, vous avez un niveau et un nombre de dépendances mutuelles absolument gigantesques. Donc on a changé ça pour en fait, au lieu d'un découpage horizontal, qui est le découpage classique, passer à un découpage vertical. L'objectif étant de faire en sorte que chaque fonctionnalité développée soit à la fois toujours testable et surtout toujours démontrable. Autrement dit, que même si c'est une fonctionnalité qui aboutit simplement à imprimer un résultat, on puisse au moins faire en sorte que ce résultat soit visible. Et ce que ça a comme très grand mérite, ça, c'est à la fois qu'on élimine ces problématiques, même si on ne peut jamais les éliminer complètement, de dépendance fonctionnelle, mais aussi que ça permet, et c'est un point en termes de reconnaissance qui est extrêmement important, ça permet à chacune des équipes de démontrer ce qu'ils ont fait. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a dans le processus de développement institutionnalisé. On a fait en sorte que chaque équipe puisse démontrer à son management, au bout d'un ou deux sprints, ce qui avait été réalisé. Et donc une des obligations, c'est en particulier de toujours démontrer ce que l'on a fait. Donc, question, parce qu'on utilise beaucoup Scrum, qui est le Scrum Master? Eh bien, on a décidé que le Scrum Master tournait. On n'a pas une personne qui est Scrum Master. Tout le monde peut potentiellement avoir un rôle de Scrum Master pour éviter le problème classique, qui est que plus ou moins le Scrum Master devient le maître du monde et que du coup, il impose sa vision aux autres, ce qui n'est absolument pas l'objectif, puisque le seul qui en final peut éventuellement imposer sa vision aux autres, c'est le Product Owner, parce que c'est lui qui représente l'intérêt de l'utilisateur. Donc en fait, c'est ni un programme manager, ni qui que ce soit de l'engineering. En propre, on fait tourner ses rôles au sein de l'équipe au fur et à mesure du temps, pendant les 12 ou 18 mois pendant lesquels l'équipe est constituée. Ce qui veut dire évidemment que tout le monde est formé et tout le monde est capable de maîtriser les bases, ça va de soi. Et petit à petit, on a une logique dans laquelle les gens qui sont déjà aguerris dans la gestion d'un projet de type Scrum, ils apprennent aux autres. Et donc on rentre dans une logique là aussi d'apprentissage permanent. On a la question classique dans la plupart des projets informatiques de la question des collaborateurs distants. Est-ce qu'il est possible de faire des projets en mode agile dans des logiques dans lesquelles on a potentiellement des développeurs en France, en Inde, très souvent, ou ailleurs? Donc c'est un sujet sur lequel on a eu beaucoup expérimenté et où on a eu beaucoup de surprises plus ou moins agréables. Et donc en fait, on a décidé que oui, on avait potentiellement des collaborateurs distants, mais c'est l'exception, pas la règle. On essaye de faire en sorte qu'il y ait une certaine forme d'unité de lieu, à la fois parce que ça permet d'éviter les problèmes classiques, qui est qu'on est 9 heures de décalage. Typiquement en France et avec Seattle, on a 9 heures de décalage, ce qui veut dire que la capacité de collaborer, elle est en général résumée à, on va dire, 5-6 heures du soir jusqu'à éventuellement 10 heures, mais pas vraiment au-delà, parce qu'après, il faut quand même aller dormir, ou alors il faut vraiment inverser les journées. Et puis d'autre part, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de dépendance sur plusieurs endroits géographiques. On essaye de confier des fonctionnalités autoporteuses à un endroit géographique plutôt que d'être dans une logique dans laquelle il y ait des morceaux qui dépendent de fonctionnalités qui sont développées dans un endroit géographique. En tout cas, il n'y a pas la chose qui est la pire, je pense, à faire, qui est de dire les programmes managers, les tâches nobles, entre guillemets, parce qu'elles écrivent les spécifications, donnent des ordres à des développeurs en Inde parce qu'ils ne coûtent pas cher. Ça, c'est typiquement ce qu'on ne fait jamais et qu'on ne fera jamais. On a essayé, on a vu ce que ça donnait et on a arrêté. Donc, dans tous les cas, il n'y a pas un emplacement géographique, il n'y aurait que des testeurs ou que des développeurs. Ça n'existe pas. Et ça, on l'a appris à nos dépens. On s'est pris quelques portes, voire même plus encore.
Et donc, on a vraiment arrêté ça. Donc, si on regarde un petit peu comment ça fonctionne, donc on est dans une logique dans laquelle on a des sprints, 3 semaines, je l'ai dit, et puis une semaine de déploiement, puisqu'on est quand même dans une logique où on pousse en permanence en direction du cloud. Donc, il y a quand même, on est sur une logique planétaire, hein. Donc, il faut faire en sorte qu'on soit capable de déployer à l'échelle de la planète. Ça ne peut pas se faire en une fraction de seconde. Donc, on se laisse une semaine supplémentaire de déploiement, mais ça n'empêche pas le sprint suivant de démarrer. Donc, en fait, les sprints sont toujours de 3 semaines. Il n'y a que le déploiement qui est à cheval sur le sprint précédent. En sachant bien sûr que s'il y a un problème dans le déploiement, les personnes responsables, c'est chaque développeur. Donc, il y a une fonctionnalité en production qui ne marche pas, y compris à 3 heures du matin. Le développeur concerné par la ligne qui a posé problème, il est réveillé à 3 heures du matin. C'est la règle, tout le monde la connaît, et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est peut-être compliqué à faire, je connais la législation française, et je ne vais pas rentrer sur les sujets très polémiques en cette période de loi travail. Bref, donc on planifie évidemment le sprint à travers un mail qui est partagé avec le triumvirat, qui maintenant d'ailleurs est plus résumé à 2 personnes et pas à 3. Et enfin, on a toujours un mail pour dire ce qu'on a fait, accompagné d'une vidéo qui démontre ce qu'on a fait. Toujours, toujours, toujours. L'objectif, c'est de faire en sorte que chacun puisse se sentir fier de ce qu'il a fait, en sachant que ça s'instancie dans un premier temps à travers une vidéo, et d'autre part, donc ça, c'est des exemples de mails. Bon, je ne vais pas trop insister sur le sujet, c'est le plan, super, on a démontré quelque chose. En semaine 2, on revoit le backlog. Donc c'est ce qu'on fait de manière systématique pour essayer de se projeter dans le sprint d'après et de savoir quelles sont les priorités que l'on va réaliser au niveau du sprint suivant. Quelles pratiques on utilise? On utilise Scrum, on utilise encore la chute d'eau, notamment pour certaines spécifications. On utilise beaucoup Kanban sur tout ce qui est work in progress, et puis quelques méthodologies qui nous sont propres. Donc chute d'eau, on l'utilise pour le planning d'ensemble, la conception, les spécifications. Scrum pour le planning du sprint, les daily stand-up, l'utilisation et la mise en œuvre d'équipes cross-fonctionnelles, les rétrospectives, Kanban, tout ce qui est suivi visuel, et l'imitation du work in progress. Et puis, il y a des règles qu'on viole. En termes de chute d'eau, on change d'avis très souvent. C'est pas en utilisant la chute d'eau. Excusez-moi. C'est pas la chute d'eau, c'est la chute du micro. Voilà. Donc, on n'utilise pas une chute d'eau pour faire de la conception ou des spécifications. Ça, c'est certainement pas le cas. On fait alterner le Scrum Master et contrairement à une méthode Scrum, on déploie immédiatement. On met une semaine à déployer pour essentiellement des contraintes de passage à l'échelle planétaire. Et donc, Kanban, il y a des choses qu'on fait en suivant étroitement et puis d'autres, non. Ce qui est compliqué dans un environnement tel que celui-là, c'est la question de l'alignement. Donc, d'une manière générale, on a entamé depuis longtemps beaucoup de changements culturels pour encourager les gens à être dans une logique où le changement, c'est juste ce qui est constant. Donc cette logique qui consiste à essayer de prédire le futur, de savoir ce que les gens voudront, etc., c'est une logique dans laquelle on essaye d'éviter de rentrer pour être en permanence à l'écoute des retours de nos clients. Donc pour ça, on a évidemment mis en œuvre une télémétrie complète de tous nos logiciels pour être capable de faire en sorte qu'on sache très précisément ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc il peut y avoir la collecte des bugs, évidemment, mais en dehors de ça, si on a prévu, par exemple, que pour passer d'un écran à un autre, il fallait a priori 1 ou 2 secondes et que la moyenne des clients en mettent 5, c'est qu'a priori, il y a un problème d'ergonomie et qu'il faut changer complètement l'ergonomie. Ça, on ne peut le savoir qu'à partir du moment où on est dans une logique dans laquelle
Nos logiciels collectent en permanence des données sur l'usage, pas pour savoir que M. Dupont ou Mme Durand a utilisé la fonctionnalité X, Y ou Z, ça on s'en moque éperdument, mais simplement pour savoir comment les fonctionnalités sont utilisées, est-ce qu'elles sont faciles à être utilisées, est-ce qu'elles posent des problèmes, autrement dit, est-ce qu'elles ont des problèmes opérationnels notamment, etc. Donc concrètement, on structure le travail autour de 4 grandes catégories. La catégorie principale, c'est la notion de scénario. Donc quand on développe une nouvelle version, on a une initiative spécifique qui correspond à un besoin fonctionnel identifié. Ensuite, une notion d'expérience qui correspond en fait à un ensemble d'histoires utilisateurs. On a des histoires utilisateurs évidemment, dont l'objectif est de calculer, de capturer une fonctionnalité et sa valeur, et puis bien sûr une liste de tâches. Donc au total, on a cette hiérarchie. Évidemment, dans le backlog, on va avoir toute une série de tâches, mais on va traquer systématiquement le fait que telle tâche appartient à telle histoire utilisateur, qui appartient elle-même à telle expérience et qui appartient elle-même à tel scénario. Et donc tout ça, on va également lui appliquer la même logique d'autonomie versus contrôle et systématisation. Donc en termes d'alignement, on va s'aligner sur des scénarios et des expériences, c'est quand même le moins qu'on puisse espérer, puisque en final, on sort un logiciel qui va servir à tout le monde, ou au maximum de gens. Par contre, chaque équipe va choisir comment gérer ses histoires, ses tâches, son reste à faire. Donc ça, c'est la logique d'autonomie. Et donc on a des sprints sur 3 semaines. On planifie 3 sprints à l'avance. On a une notion de saison qui correspond en fait à 6 mois. Et puis on a des scénarios où on planifie sur 18 mois. Donc l'objectif, c'est d'essayer d'éviter d'être trop optimiste ou trop confiant par rapport à un plan projet, tout en maintenant quand même le cap. Ce qui veut dire notamment que, et je reviendrai tout à l'heure, donc je vais passer cette partie, j'évoquais tout à l'heure le fait qu'on veut faire en sorte que chaque collaborateur ait la possibilité de démontrer ce qu'il a fait, y compris au top management dans l'organisation. Pour, encore une fois, permettre aux gens de voir leur travail reconnu, et d'autre part d'identifier au niveau du top management quels sont les problèmes qui sont rencontrés. Donc on a systématisé tous les 2 sprints des chats d'équipe. L'objectif étant que pendant un quart d'heure, 20 minutes, chaque équipe vienne présenter ce qu'elle a fait, les problèmes qui ont été rencontrés, qu'est-ce qu'il y a après, comment va l'équipe, quels sont les problèmes. Donc il y a à la fois une logique de reconnaissance et aussi une logique de faire comprendre au top management quels sont les éventuels problèmes qui sont en train d'arriver éventuellement dans le projet lui-même. Et ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place relativement récemment, il y a à peu près 18 mois. Et on se rend compte que c'est extrêmement, extrêmement utile dans l'organisation opérationnelle du projet d'une part, et dans la capacité, encore une fois, de reconnaître les contributions des collaborateurs. En termes d'alignement, je parle de la version dite installable chez nos clients, pas de la partie dans le cloud. On est dans des logiques, on va dire, qui sont fondées sur des périodes de type printemps-automne. L'avantage, c'est qu'effectivement, à Seattle, il n'y a pas d'été, ou presque. Donc, en fait, ça permet finalement de... Je suis un peu taquin, mais ce n'est pas totalement faux, il pleut tout le temps là-bas. Donc, du coup, on a un scénario qui est planifié sur 18 mois, mais avec une notion de planification qui est sous la forme d'une fenêtre glissante. Donc, en fait, on a toujours en vue 18 mois, mais en fait, on est en permanence dans une logique où tous les 6 mois, on réévalue le scénario. En termes de saison, ça correspond dans la réalité à l'ensemble des sprints qui sont indiqués ici. Et donc, on a un plan pour chacun des 3 sprints qui, là aussi, évoluent au fur et à mesure. Donc, en fait, on a des fenêtres glissantes. Au fur et à mesure, chaque sprint, on fait évoluer le plan. Donc, qu'est-ce qu'on regarde un tout petit peu et qu'est-ce qu'on a appris, quels ont été les retours de nos clients et quels sont globalement les éléments du marché qui ont changé. Ça, ce sont les points qu'on se pose à chaque fois qu'on replanifie, c'est-à-dire en fait tous les 3 sprints.
tous les 3 sprints, on se dit qu'est-ce qu'on a appris, autrement dit, dans toute la télémétrie que nous fournissent l'utilisation de nos logiciels et de nos services par nos clients. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont eu du mal? Est-ce qu'ils ont eu des bugs, etc., etc. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Puisqu'en fait, on a des dispositifs de collecte de feedback aussi, qui sont intégrés dans les logiciels, auxquels les gens répondent ou pas, mais ça permet quand même d'avoir des bases. L'expérience prouvant qu'en général, quand les gens sont contents, ils ne disent pas, mais quand ils sont mécontents, en général, ils s'expriment. Donc leur donner le moyen de s'exprimer, c'est extrêmement utile. Et puis, bien sûr, quels sont les éléments du marché qui ont changé? On est sur un marché qui évolue très vite, donc la nécessité de savoir ce qui se passe, en particulier chez nos concurrents, est un élément absolument critique. Donc ça, c'est une idée intégrée dans Visual Studio Online de l'ensemble de nos scénarios. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres qui est indiqué ici. Donc on s'intéresse là aux 2 briques préliminaires de la pyramide. Ici, on est dans une logique dans laquelle on va surveiller les fonctionnalités et les histoires utilisateurs à travers le backlog dans une vision Kanban, qu'on peut visualiser aussi sous cette forme-là. Donc ensuite, on a la possibilité de s'accaparer telle ou telle carte et de dire je vais traiter cette carte et je vais l'intégrer dans mon backlog. Et puis, au niveau des scénarios, là, globalement, l'idée, c'est de répondre à des besoins exprimés ou qu'on pense être exprimés par le marché. Et donc, on va effectivement mesurer notre succès au fait que, effectivement, ça correspond chaque mois aux besoins de nos clients. Tout ça dans une logique où on a dû construire aussi une culture du delivery, puisqu'on délivre en permanence. Et donc, on va utiliser là aussi une capacité à visualiser. Donc, cette information, elle est disponible en ligne, donc en fait pour tous nos clients. S'ils veulent surveiller au fur et à mesure quelles fonctionnalités nouvelles on livre, c'est des fonctionnalités. Cette liste, elle est totalement publique. Donc, on a une vision de la timeline des fonctionnalités et on livre chaque sprint. Donc, en fait, il y a une visibilité très précise toutes les 3 semaines sur ce qu'on livre et c'est totalement public. Un élément très important quand on fait du continuous delivery, c'est de pouvoir gérer de manière précise comment on met en ligne telle ou telle fonctionnalité. Quand on regarde un petit peu au niveau de l'écriture du code, comment les choses se passent, il y a des éléments très importants qu'il faut être capable de mettre en œuvre et sur lesquels je vais revenir dans un petit instant. Donc quand on développe, par exemple, on est sur la semaine 1 du sprint X, on va en fait, pour chacun des développeurs, créer une branche de code qui est la sienne. Et puis, au fur et à mesure, cette branche de code, pour chacun, va devenir de plus en plus grosse, puisque chacun écrit du code, et donc au bout de 2 semaines, on commence à en avoir un certain nombre. Et puis, bien sûr, à un moment donné, en fin de sprint notamment, il faut faire en sorte que tout ça, ça converge d'une façon ou d'une autre. Et donc, bien sûr, si ça se rassemble comme ça, il y a quand même peu de chances que ça fonctionne de manière optimale. Surtout si parmi les fonctionnalités qu'on voulait développer, il y a certaines fonctionnalités qui sont en cours de finition, mais qui ne sont pas encore finies. N'oubliez pas qu'on est sur des logiques de sprint, on livre, il y a des fonctionnalités qui sont potentiellement développées en 5, 6, 7 sprints, donc qui ne sont pas prêtes à être rendues disponibles. Donc en fait, on utilise massivement ce qu'on appelle des feature flags, c'est-à-dire cette capacité que l'on a à travers, on va dire, un drapeau pour simplifier au niveau du logiciel et de sa configuration, de définir que si le drapeau est positionné, on va faire telle ou telle chose en fonction du fait qu'il soit ou non positionné. Donc ici, si la fonctionnalité est mise en service, on va éventuellement faire quelque chose de nouveau. Si par contre la fonctionnalité n'est pas en service, on va faire exactement comme avant. On va suivre la même branche de code. Donc dans ce cas-là, je considère que je fais exactement la même chose. Si par contre, je positionne le fameux flag dans une logique dans laquelle je peux potentiellement passer en on, je vais développer une branche de code qui va mettre en œuvre la nouvelle fonctionnalité, mais que je ne vais pas mettre en service dans un premier temps. Je vais donc continuer à intégrer au fur et à mesure. Tout ça, évidemment, relève d'une base de configuration dans la réalité. Et je ne vais finalement passer par la branche nouvelle que si je passe effectivement, comme c'est le cas ici, le flag en question dans la position on.
Et donc, en fait, j'ai remplacé finalement une branche de code initiale par une branche de code secondaire, qui au départ était secondaire et qui devient la branche de code principale. Et donc, la seule chose qui me reste à faire en finale, c'est à refactoriser pour faire en sorte que je repasse avec la nouvelle fonctionnalité dans la branche de code une fois modifiée. Grâce à ce genre d'approche, on peut mettre en service en continu des nouvelles fonctionnalités, dans une logique dans laquelle ces fonctionnalités vont être au départ réservées à, par exemple, des bêta-testeurs. Vous avez vu la logique dans Windows où, par anneaux successifs, on va permettre de gagner de plus en plus d'utilisateurs. C'est à travers ce genre de fonctionnalité qu'on a la possibilité de rendre une fonctionnalité disponible, non pas à tous les utilisateurs d'un coup, mais à seulement un certain nombre d'utilisateurs, recueillir leurs retours, voir les problèmes qu'ils rencontrent, corriger le cas échéant ces problèmes, et ne mettre en production la fonctionnalité que quand on considère qu'elle répond totalement aux besoins, d'une part, et aux objectifs de qualité, d'autre part. Donc, est-ce que ça marche? Parce que fondamentalement, si je vous parle de tout ça, ce serait quand même bien que ça marche. La façon dont on peut voir ça, c'est peut-être ce que je vous avais présenté tout à l'heure. On code, on teste, on stabilise, on génère énormément de problèmes potentiels, on recode à nouveau, et puis ensuite on teste et on stabilise à nouveau. Avant, voilà comment c'était. On est code complete, et puis quand on regarde la base de données de bugs, voilà en gros comment ça se passe. Il y a une augmentation spontanée du nombre de bugs pendant la phase de test et de stabilisation. Ensuite, si tout se passe bien, on se dit qu'on va pouvoir coder la suite. Et puis, on est dans cette logique dans laquelle on crée des vagues qui, malheureusement, peuvent continuer à osciller très très longtemps. Et le résultat, c'est que, comme dans Vista, on sort la version avec 2 ans de retard. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une logique qui ressemble à ça. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, quand on met en production, il peut y avoir une petite vaguelette. Mais à la fois, on a développé peu de choses, puisqu'on a juste mis en production un sprint, rien de plus. Et d'autre part, on n'a pas cette logique dans laquelle on crée une dette parce qu'on a développé. Là, on est dans une logique dans laquelle on est complètement itératif. Et donc, le résultat est extrêmement intéressant sur ce plan-là. Un autre élément très important, c'est la satisfaction de l'engineering. Un élément qui m'a beaucoup frappé quand je suis rentré chez Microsoft, il y a déjà un bon moment, c'est qu'on mesure de manière constitutive à notre modèle de management la satisfaction de nos collaborateurs chaque année à travers une enquête de satisfaction assez approfondie de l'ensemble de nos collaborateurs. Et ce que j'avais constaté, c'est qu'entre, on va dire, les ventes et le marketing, pour faire simple, et les équipes de développement, il y avait à peu près 10 points d'écart. Les équipes de développement étant toujours 10 points derrière les ventes et le marketing. Ce qui veut dire que globalement, le niveau de satisfaction des équipes n'était pas au niveau où on pouvait l'attendre. Et en fait, depuis qu'on a mis en place ce type de méthodologie, même s'il y a eu des secousses, que ça a été compliqué, qu'il a fallu qu'on reforme tous les managers, pour être franc, ça a été ça notre principale problématique. Apprendre à des managers de faire un rôle différemment, leur donner un rôle plutôt de coach, plutôt de conseil, plutôt de résolution de conflits, plutôt que le rôle habituel de distribution des punitions et des récompenses. Il y en a qui ont pu suivre, il y en a qui n'ont pas pu suivre. Donc on a des managers qui ne sont plus managers aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas été capables de se projeter dans ce nouvel environnement. En même temps, au-delà même des enquêtes de satisfaction, il y a une chose qui est très très importante dans un modèle agile, c'est que quand on regarde globalement ce qui se passe entre j'écris le code, j'attends 1 an, 2 ans, 3 ans, et j'ai des clients qui utilisent le code. Donc en fait, entre le moment où j'ai développé un truc dont je ne me souviens même pas, 18 mois ou 36 mois après, et le moment où effectivement on a les premiers retours, le gros intérêt des développements itératifs, c'est que contrairement à cette expérience qui est en général assez frustrante, on développe et puis on ne sait finalement pas si ça intéresse et si c'est utilisé et si les gens sont contents. Là, on est dans une logique dans laquelle, dès qu'on a écrit, les clients utilisent instantanément. Donc en fait, on a un retour immédiat. Donc si je voulais donner une conclusion, si tant est que je puisse en donner une, et en sachant que je veux en aucune façon prétendre dire que c'est le seul modèle et que c'est la seule façon de faire et que tout le monde est capable d'en faire autant, etc., etc., à la fois parce que je mesure toutes les difficultés qu'on a eues, mais aussi parce que chaque société est différente, chaque société a sa culture et donc ces transformations sont compliquées.
Mais si j'essayais de donner les principales conclusions, j'insisterais volontiers sur les points suivants. Importance de l'environnement. Construire un environnement dans lequel vos équipes vont prospérer. Ne laissez pas les processus et la bureaucratie leur barrer le chemin. C'est un point très important. Essayez de faire en sorte de les motiver. Autonomie, maîtrise, sens. Donner du sens, c'est extrêmement, extrêmement important. Soyez sûr que vos équipes connaissent les règles du jeu. Il ne peut pas y avoir des règles du jeu différentes pour tout le monde, parce que sinon, c'est totalement ingérable. Il faut que ça soit clair et qu'il n'y ait pas l'impression qu'il y ait certains qui soient favorisés par rapport à d'autres, parce qu'en général, ça ne marche pas très bien. Liberté de religieux. Essayez de faire en sorte que quand vous utilisez des méthodes, ces méthodes soient à votre service, au service de vos utilisateurs, au service de vos équipes, plutôt qu'une sorte de dogme. En tout cas, essayez de choisir ce qui fait du sens dans votre organisation. Soyez bon, je parlais d'art et de science tout à l'heure, soyez bon sur la science évidemment, mais ne soyez pas trop prescriptif, laissez l'art se développer dans des projets logiciels. Il ne faut pas oublier que le génie, il est entre les mains des développeurs. Si on leur laisse la bride en permanence sur le dos, l'expérience prouve que leur capacité d'innover, de trouver des réponses nouvelles à des problèmes, elle est quand même relativement limitée. Cherchez pas à copier des autres. Donc ce que j'ai présenté, l'objectif, ce n'est pas que vous fassiez la même chose. Mais soyez dans une logique où vous apprenez en permanence des autres, en particulier de vos échecs. Il n'y a rien de mieux que d'apprendre de ses échecs. Les succès, c'est super, on peut les célébrer, etc. Et il faut les célébrer. Mais on apprend infiniment plus de ses échecs que de ses réussites. Et puis, en tout cas, essayez de construire la culture que vous voulez. Et puis, dans ce cas-là, vous aurez une chance d'obtenir le comportement que vous souhaitez. Parce que finalement, c'est bien souvent ce qui permet aux équipes à la fois de se sentir bien et en même temps, finalement, de faire la totalité de ce qu'ils font dans un but qui est non seulement de vous satisfaire, mais de donner du sens à ce qu'ils font dans leur travail au quotidien. Voilà essentiellement ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie pour votre attention et je ne sais pas s'il y a... Donc un grand merci à Bernard. Je crois qu'on a 5 minutes, pas plus, pour des questions-réponses. Je crois donc ça va faire 2 questions, 2 réponses très vite. Parce qu'on est vraiment sur un timing. Donc, je suis désolé. Il y en a qui ont été très rapides. Allons-y, donc ceux qui sont en premier. Bonjour. Il y a un avantage à se mettre devant, de temps en temps. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. C'est rassurant de voir quand même un groupe comme Microsoft, qui est quand même dans le domaine de l'informatique, se pose des questions et a eu cette route sinueuse. La question que j'avais, c'est par rapport à justement l'humain dans tout ça. Vous êtes passé donc d'une organisation qui avait 11 niveaux hiérarchiques. Vous avez redistribué les cartes, etc. Il ne s'agit pas qu'on reproduise exactement, on va le faire à notre culture et je pense que c'est un sujet pour toutes les organisations. Par contre, en termes d'accompagnement de la conduite du changement, comment ça s'est fait pour faire passer d'un mindset A à un mindset B? Si on regarde les grandes échelles de temps, faire cette transformation dans une équipe comme Visual Studio, ça a pris à peu près 3 ans. Sachant que c'était une équipe, on va dire au départ, d'à peu près 500 personnes, donc pas un monstre absolument gigantesque. On a été au départ accompagné par un certain nombre de coachs qui globalement nous ont petit à petit aidés à transformer la culture des personnes de base. On a fait beaucoup de travail au niveau du management intermédiaire parce qu'en fait c'est là que le principal problème s'est posé. Et la vraie transformation dans les attitudes, etc., elle s'est réalisée vraiment quand on a changé la façon dont on a mesuré les performances des équipes. Ça, c'est un point extrêmement important. Donc, ce n'est pas facile de changer la façon dont on mesure les performances des champs, qu'on change finalement les règles du jeu. Mais en fait, c'est ça qui à la fois a montré à quel point c'était un sujet important et à quel point ça nécessitait un changement dans les attitudes. Donc, ce qui est intéressant dans cette approche, c'est que ça change l'attitude des contributeurs individuels, donc des développeurs, des testeurs, etc. Mais ça change aussi forcément le comportement des managers qui au départ se disent « mais il est où mon travail? Qu'est-ce que je vais devenir dans cet environnement-là » Donc en fait, on a passé beaucoup de temps à former les managers dans des sessions spécifiques pour eux, pour leur faire comprendre finalement qu'est-ce qu'on attendait d'eux. Donc c'est quelque chose qui nous a... Enfin, encore une fois, ça a pris 3 ans ce changement, donc ça n'a pas été une aventure super simple.
On a laissé des gens en cours de route. Hein. Donc il y a à la fois des développeurs qui se disaient « je suis génial sur mon sujet, je ne veux pas être mesuré en même temps que l'équipe. Il est hors de question que je collabore parce que je me considère comme étant génial. » Donc ceux-là, on a essayé de leur trouver un autre travail parce que quelquefois, ils étaient vraiment géniaux, mais ils n'arrivaient pas à collaborer. Donc de temps en temps, on a des développeurs autistes qui sont extrêmement, non mais je dis ça de manière très sérieuse, qui sont extrêmement bons, mais dans une logique telle que celle-là, c'est compliqué. Donc il faut vraiment leur donner un travail particulier où le niveau d'interaction avec les autres reste raisonnable pour éviter de tomber dans des vraies difficultés. Et honnêtement, au niveau des managers, je dirais qu'on en a probablement au moins perdu une dizaine de pourcents. Donc c'est substantiel. Hein. Pas parce qu'il y en avait moins, je parle en gros à effectif de management constant, parce qu'il y en a qui n'ont pas résisté, si j'ose dire, à cette façon de faire et qui en fait avaient un certain nombre de préceptes et de façons de fonctionner qui n'étaient pas adaptés du tout à ce mode-là. Oui. Merci pour ce retour d'expérience très précieux. Est-ce que vous avez un exemple dans lequel le chat d'équipe a été utilisé par le top management? Par le top management? Oui. J'en ai plein, oui. Plein. Donc, il y a eu soit des constatations de dérive de projet, où en fait, on ne se rendait pas compte que des équipes étaient en vraie difficulté, c'est-à-dire qu'en fait, elles avaient un backlog qui était, on va dire, à peu près constant en termes de taille, de profondeur du backlog, mais en fait, les fonctionnalités qui étaient en défaut ou qui posaient problème devenaient de plus en plus difficiles et en fait, elles restaient d'élément en élément et donc ça nous a permis, de sprint en sprint, et donc ça nous a permis de faire remonter des choses relativement rapidement. On a dû encourager la transparence, parce que ce n'est pas quelque chose qui est toujours naturel. Il faut aussi que les équipes disent en gros ce qui va, mais aussi ce qui ne va pas. Donc cette logique dans laquelle on a vraiment insisté sur l'importance de la capacité à reconnaître le côté positif des échecs, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc cette logique que les Américains appellent « fail fast ». Donc en fait, on a un échec, on échoue vite, on essaye d'éviter de faire 2 fois la même bêtise, mais on n'est pas puni pour ça. C'est vrai que culturellement, en France, on a du mal à reconnaître qu'il y a des sujets sur lesquels on n'a pas été bon. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels, en France, il y a un travail particulier à faire pour faire en sorte que ces échecs soient valorisés. Donc pour prendre un exemple, sur ce sujet très précis, quand on a une équipe qui est en échec et où on s'est rendu compte qu'elle avait su positiver son échec, lors de la prochaine réunion de division, donc là on réunit carrément toute la division, l'équipe présente son échec, ce qu'elle en a appris, et on valorise cet échec. C'est-à-dire qu'en fait, ça nous permet à la fois de faire passer un message sur le fait que l'échec est positif, et en même temps apprendre aux équipes à reconnaître qu'un échec, ça arrive, que ce n'est pas plus grave que ça, qu'il faut qu'elles arrivent si possible à trouver une solution à cet échec, en sachant que le fait de parler de cet échec dans ces fameuses chats d'équipe, ce n'est pas quelque chose d'anormal qui va l'obliger à être puni ou des choses comme ça. Au contraire, c'est quelque chose qui va être valorisé à tel point que potentiellement, ça sera présenté devant la totalité de la division. Donc oui, en fait, dans ces chats d'équipe, on obtient énormément d'informations très utiles sur la conduite du projet au quotidien. Ça nous permet de remonter les problèmes très vite, parce que c'est souvent ça le problème. Les problèmes sont bloqués dans les strates intermédiaires. Typiquement, quand on a un programme avec un certain nombre de chefs de projet, bien souvent, on a du mal à faire en sorte que ça remonte jusqu'au sommet de la pyramide. Et donc, quelquefois, on ne se rend pas compte que le projet il est complètement en risque, parce que dans la pratique, les gens ont mis sous le tapis la problématique. Donc, le gros intérêt, donc au départ, oui, c'est difficile, il faut que les gens parlent, il faut qu'ils acceptent de mettre leurs problèmes sur la table. Mais petit à petit, ça fait partie de la routine. Et donc, en fait, maintenant, les gens le font de manière très naturelle. Donc oui, c'est utilisé en permanence. C'est très utile. Merci. Non, on n'a plus le temps pour... Non, je suis désolé, on peut pas. On a un timing à tenir, on est déjà en retard. Je suis désolé. Je sais, c'est comme ça. Merci à Bernard.